En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous, où notre Charente a des talents. En effet, vous le savez, pendant la campagne des élections municipales, nous avons décidé, à la place des mairies, d'aller à la rencontre d'entreprises innovantes ou originales qui peuplent notre territoire sans qu'on ne s'en aperçoive. Aujourd'hui, nous sommes à 12 km d'Angoulême, sur la commune de Nersac, dans la zone industrielle, pour découvrir une entreprise qui s'appelle Vegaia Végétarian Gourmet et qui fabrique des plats cuisinés bio. Alors pour nous parler de cette aventure, car c'est une aventure, je suis avec Natacha Fernandez et Patrick Fegali, tous les deux fondateurs de l'entreprise. Bon, Patrick a été obligé de s'absenter il ne sera donc pas complètement à nos côtés, mais pas loin. Donc c'est vers Natacha que je me tourne pour lui dire bonjour et merci de nous accueillir. Merci, bonjour. Alors, Natacha, j'ai dit que cette entreprise était une aventure. Je vous ai rencontré dans l'émission que nous avons fait à la mairie de Nersac avec monsieur le maire, monsieur Bonichon, qui nous a mis en lien au cours de cette émission. Et je me suis dit, tiens, des gens qui prépare des plats cuisinés bio et végétariens en Charente, ça ne me paraissait pas improbable, mais en tout cas très original. Alors, vous allez nous raconter votre histoire, comment vous êtes arrivé dans cette zone industrielle de Nersac, où est-ce que vous étiez avant. Enfin, nos auditeurs et moi, nous voulons tout savoir. Merci. Oui, alors le projet a démarré à la naissance de notre fille. On s'est aperçu qu'on avait moins de temps de faire la cuisine et donc on cherchait des plats gourmets, sains. Et on s'est aperçu qu'il manquait de quelque chose dans les rayons bio, des plats préparés. Et on s'est dit, c'est peut-être quelque chose à creuser. Et c'est allé après très très vite. Donc on a développé des recettes qui ont été appréciées dans le marché. On s'est fait référencer chez Biocoop au niveau national assez rapidement. Et après, les autres distributeurs français, ils ont suivi. On a conquis le marché bio en France, en Italie, où on a un pied bien ancré aussi. Et après ça, on a démarré donc aussi notre commercialisation en Belgique et aussi en Suisse, aussi au Portugal. Et là, on est en train de développer aussi pour l'Espagne et l'Allemagne. Donc tout ça nous a permis de croître et c'était à ce moment-là qu'on cherchait un site donc, de production en France parce qu'avant on produisait donc en Italie à la frontière, on était juste à 20 minutes de la France et c'est le site de Nersac qui nous a tout de suite plu donc parce qu'il avait donc la taille qui correspondait, la région nous plaisait et donc voilà, c'est à ce moment-là l'année dernière, en avril, quand on s'est installé, on a fait les déménagements et depuis, on est ici dans cette région. Voilà. Alors, ça, maintenant, on connaît toute votre arrivée, mais vous avez choisi Nersac. Vous êtes arrivé dans un endroit, ça s'appelle une friche industrielle. Et qui dit friche industrielle, dit friche. Alors, vous avez été obligé de défricher, je suppose. C'est pour qu'on suive un peu votre histoire et votre arrivée. Je disais peut-être improbable en Charente, mais qu'est-ce que vous avez découvert en arrivant ici ? Alors, une région qui est très charmante, les vignes, la mer pas très loin, un climat très agréable, les petits châteaux, vraiment le calme, surtout le calme et le plaisir de vivre le quotidien calmement. C'est vrai, on venait d'une région où il y avait beaucoup de monde, beaucoup de tourisme, et ici, on retrouve la qualité de vie pour la famille, pour les enfants. Donc, on a trouvé une très bonne école catholique, privée pour notre fille, donc elle est bien intégrée. Tout ça c'est la qualité de vie qui nous a touchés. En plus, Nersac est donc entouré de verdure, pas très loin de la Charente, donc on peut se promener. Donc voilà, donc la qualité de vie qu'on avait avant, on la retrouve ici, mais beaucoup plus fort parce que il y a tout ce que on peut rêver d'avoir. Voilà.
Ça, c'est bien de le dire aux Charentais, parce que vous savez, quand on habite une région, on se dit, bon, c'est comme ci, comme ça. Alors que là, c'est grâce à des gens comme vous qu'on découvre que notre région est appréciée. Alors oui, je parlais de friche parce que je crois, j'avais eu la chance d'avoir Laura au téléphone il y a déjà quelques temps, et j'avais senti un accueil très chaleureux. Et ça, c'est plaisant quand on a quelqu'un au téléphone dans une entreprise qui vous accueille de cette façon-là. Et elle m'a dit qu'elle avait participé à des travaux d'aménagement, parce que c'était pas dans un état incroyable. Tout à fait, oui. On a donc aménagé à l'extérieur, on a installé nos poules, on a planté nos plantes, des arbres. Donc on a mis des hamacs pour les gens, pour qu'ils puissent se reposer à l'extérieur. On pense à une petite piscine. Bon, tout ça pour le bien-être des salariés, de l'équipe en fait, parce qu'en fait on est comme une famille ici, on partage nos repas. Donc on mange tous ensemble, chacun amène son repas à partager, on fait la méditation ensemble après le déjeuner. Donc pour nous, c'est important le bien-être et aussi le partage parce que la vie donc, est faite donc, de partage. Voilà. Alors c'est bien ça, mais quand vous êtes arrivé ici, ce sont des gens d'ici qui travaillent avec vous? Oui, c'est des gens d'ici, mais pas tout à fait tous. Donc, Alors, on en parlera tout à l'heure, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous dites à quelqu'un, bien, on va commencer par faire de la méditation ou autre, ça peut peut-être surprendre un Charentais qui vient pour travailler. Oui, tout à fait. Et c'est en fait, ça les a amenés dans une nouvelle perspective, en fait. Donc, parce qu'en intégrant les petites pauses de méditation, il y a vraiment une synergie qui s'est créée ici. Voilà. Alors, ça veut dire que le matin, on arrive et on fait de la méditation, non? Comment ça fonctionne? Le matin, il y a la production à mettre en place. Donc, c'est ça la priorité parce qu'on est quand même là aussi pour élaborer nos recettes avec passion, avec amour. Mais on essaye d'installer le petit moment après les repas. Donc, pour après répartir l'après-midi zenement. Voilà. Bon, alors un peu de méditation, un peu de hamac pour faire la sieste et puis c'est reparti pour un tour. Alors là, on parle du bien-être au travail. On est dans la salle dans laquelle qui est votre bureau et aussi un lieu de méditation. Nous sommes devant des reproductions du peintre Klimt. On est dans l'art déco, début des années 1900, puisqu'on n'a pas forcément l'image, même si une partie de l'émission est filmée. Il y a une petite table avec des plantes, des bougies, quelque chose pour mettre un bâton d'encens et on sent une certaine sérénité et une certaine quiétude. Ça, c'était pour planter le décor pour nos auditeurs. Maintenant que nous savons que c'est une entreprise installée ici maintenant, que vous avez arrangé, nettoyé, défriché, planté, mis des poules, on va peut-être parler, puisque vous l'avez évoqué à l'instant, de la production. Et on va visiter bien sûr l'entreprise, on ne pourra pas filmer ça, c'est normal, mais en tout cas nous allons, moi j'ai déjà mis ma bonnette et puis mes petites chaussures en plastique, enfin mes recouvre-chaussures comme des sacs plastiques pour pouvoir aller visiter la production. Et avant de visiter cette production, il faut produire. Comment est-ce que vous élaborez vos recettes, ou en tout cas, où prenez-vous vos matières premières? Comment ça fonctionne tout ça? Oui, alors nous prenons nos matières premières, on essaye de prendre le plus local possible, ce qu'on trouve. Sinon, en tout cas, tout est d'origine France. La plupart des choses, même les quinoa, par exemple, on prend de la Vendée, donc pas très loin d'ici. Donc on n'utilise pas les quinoa de Sud-Amérique. Donc on essaye vraiment d'utiliser les agriculteurs locaux. Donc après, c'est comme on élabore, donc c'est comme dans une grande cuisine en fait, c'est juste que la quantité donc est un peu plus grande que chez soi dans la cuisine, mais il y a vraiment la cuisine, donc c'est vraiment les épices, les mélanges, les saveurs qui font notre petit secret de nos recettes, tout à fait. Donc et c'est ça qui touche les consommateurs, donc nos clients, parce que ils sentent l'amour, ils sentent vraiment la cuisine derrière. Parce que c'est artisanal, c'est fait à la main. Donc cela nous touche aussi parce qu'on est en contact avec eux quand on fait les animations dans les magasins bio et on voit qu'il y a une joie, il y a les yeux qui s'illuminent quand ils goûtent nos produits parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose d'authentique et ça fait du bien. Voilà.
Alors, quand on vous écoute, on se croirait presque au-dessus de la grande marmite, hein, puisque c'est un peu plus grand que chez soi, comme vous dites, puisque si vous servez dans le monde entier, il faut quand même que ce soit une très grosse marmite. Comment est-ce qu'on ouvre ensuite une boîte? On a cette magie qui sort, parce que là, on n'est plus au-dessus de la marmite, on est au-dessus d'un produit qu'on va mettre dans une casserole, au micro-ondes. Comment on fait? Alors, le secret, c'est que nos produits sont donc surgelés. Enfin, c'est pas le secret, mais je veux dire, cela permet de garder donc les vitamines et il n'y a pas de conservateur. Donc, ça fait que c'est aussi rapidement réchauffé. Donc, c'est pratique. Donc, on peut les chauffer sur la poêle, tout simplement, au four. On n'est pas trop pour micro-ondes, mais bien sûr que ça peut se faire aussi. Voilà, c'est pratique au travail, ou à la maison, en famille. Donc, on a beaucoup de familles, beaucoup des enfants qui apprécient énormément nos produits. D'ailleurs, on vend à des cantines scolaires. Donc, on est référencé au niveau national chez Sodexo, qui revendent aux écoles. On a développé des produits spécialement axés pour enfants qui sont très appréciés parmi les petits, mais aussi les grands. Voilà. Alors ça, c'est tout un travail, ce que vous nous dites là, parce que ça paraît simple. On prend les ingrédients bio, ici, le plus proche possible, en Vendée ou autre. On fait la cuisine, mais tout ça, il y a des normes de sécurité. La preuve, c'est qu'on est habillé pour draconienne. Comment est-ce qu'on a un label, on est référencé? C'est une très grosse entreprise, une très grosse mise en route, tout ça. Oui, en fait, c'est vrai que nous, on a tout découvert parce que quand on s'est lancé, on ne connaissait rien, on ne venait pas du métier. Donc, c'est vraiment une découverte. On a mis en norme à l'époque donc, le site qu'on avait déjà et on a refait ça ici. Donc, bien sûr, c'est très lourd parce qu'il y a des normes européennes, donc que ce soit pour l'hygiène, que ce soit pour les logos certificats bio et d'autres, des qualités. Donc, ça demande beaucoup d'administration, ça demande beaucoup de rigueur. Et après, ça se met en place quotidiennement parce qu'il y a des contrôles, que ce soit la température, que ce soit... Bref, en fait, c'est fait à la main, c'est artisanal, mais il y a les mêmes règles que dans une grande industrie parce que finalement, on est fabricant, même si on est petit, mais les règles sont les mêmes. Et c'est là, c'est aussi... il y a une richesse parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et voilà, donc pour nous, ça fait partie du métier. Voilà. Alors vous êtes de temps en temps, des gens viennent contrôler comme ça de façon inopinée, sans vous prévenir? Oui, bien sûr. Et on a des contrôles 2 fois par an du certificateur bio. On a aussi le contrôle des contrôleurs par rapport à l'hygiène et la qualité. Et après, il y a d'autres certificats qu'on est en train de vouloir obtenir. Mais pour cela, c'est encore un petit pas à faire. Voilà. Mais oui, bien sûr, il y a les services vétérinaires qui peuvent venir à chaque instant. Tout ça, c'est normal. C'est la bonne pratique du métier. Voilà. Pour qu'on comprenne bien, quel est à peu près, si vous vous en rappelez comme ça, le cahier des charges pour fabriquer une nourriture qu'on va mettre en boîte? Et tout à fait, oui. Oui, alors quel est le cahier des charges? Est-ce que vous vous rappelez? Oui, c'est ça ma question. Oui, d'accord. Alors, ça, c'est donc, disons que chaque tâche comment vous dire, il y a des étapes, en fait. Donc, chaque étape est contrôlée. Il faut noter la température, le temps de cuisson. Enfin, bref, il y a beaucoup la traçabilité, hein, parce que c'est très important, d'où viennent les produits. Donc, tout ça, avec les lots de production, enfin, il y a beaucoup, enfin, c'est tout un monde, mais tout ça, c'est très important. En fait, on a une fiche de production chaque matin et chaque chose est écrit, hein, tracée, voilà. Donc, chaque matière première a son lot de production, etc. Et tout ça, ça fait partie du projet, enfin, voilà.
Oui, alors je disais ça, c'est pour qu'on comprenne bien, parce que nous, quand on fait la cuisine chez nous, on n'a pas une fiche de traçabilité. À la limite, on suit une recette, on met les ingrédients, mais on n'est pas obligé de dire, tiens, la farine vient de tel endroit, et s'il y avait un problème, on peut retrouver le producteur. La viande, il n'y en a pas ici, donc on est tranquille là-dessus, mais tel légume vient de là ou là. Il faut qu'on puisse tracer tout ça. C'est pour que nos auditeurs comprennent, ils le savent, mais que ce soit bio ou pas bio, dans l'industrie comme ça, c'est très très réglementé et chaque produit doit être tracé. Au niveau des recettes, vous inventez, vous êtes parti d'une base, vous avez goûté, vous avez des clients vous avez un staff de gens qui réfléchissent avec vous quand vous inventez une recette, qui goûtent. Alors, disons que il n'y a pas de base, il y a vraiment chaque fois des créations complètement nouveaux. Donc, le but, c'est vraiment de créer quelque chose d'innovant, de mettre les tendances dans le marché. En fait, c'est l'inspiration, ça vient de Patrick, lui étant artiste, donc musicien, pianiste à la base. Donc, il a aussi ce côté artistique pour la cuisine, parce que la cuisine, c'est de l'art aussi. Donc, c'est l'intuition, c'est l'amour pour la cuisine et ça vient tout naturellement. En fait, il n'y a pas des efforts ou des études à faire, c'est simplement le cœur et l'intuition qui met, en fait, qui crée les nouvelles recettes. Voilà. D'accord, mais après, vous savez, un artiste, des fois, on peut apprécier plus ou moins. Il faut que ce soit bon et que ça plaise au plus grand nombre. Tout à fait, c'est pour ça qu'on fait goûter, bien sûr, parce que c'est important. En premier lieu, notre fille, parce que c'est elle qui, disons, c'est un enfant, donc on pense que le goût d'un enfant est important. On vise sur tout ça, comme on vend aussi en cantine scolaire, donc c'est important. Et après, on fait goûter, bien sûr, à toute l'équipe et des fois aussi, on fait ça en plus grande échelle, mais c'est surtout, il faut avoir l'intuition que c'est ça la bonne recette et surtout aussi de ne pas faire quelque chose qui existe déjà, ne pas copier, mais vraiment quelque chose d'innové. Parce qu'autrement, ça ne serait pas intéressant de juste refaire quelque chose qui existe déjà dans le marché. Voilà. D'accord, ça a l'avantage aussi qu'on ne peut pas comparer vraiment. Mais alors, une fois qu'une recette est créée, il faut que, si cette recette à moi me plaît, il faut que je puisse la retrouver dans le goût. Donc, les ingrédients sont c'est peut-être toujours une carotte, mais peut-être qu'elle ne va pas avoir le même goût. Comment vous faites pour... Est-ce que... Bon, ça ne vous dérange pas, ça peut être la même recette, mais pas avec le même goût tout à fait. Comment vous faites là? C'est pas si simple. Alors déjà, c'est important d'avoir... en premier lieu, c'est toujours le goût. Parce qu'en fait, quand on fait une recette, on ne pense pas quelle est la matière première ou quel est le coût. C'est vraiment juste la création et le goût. Hein. Après, bien sûr, il y a le petit secret des épices. C'est important d'avoir des légumineux parce qu'on veut avoir des fois un produit protéiné, mais c'est parce qu'on nous le demande. À la démarche... notamment l'année dernière, on nous a demandé de développer un produit très élevé en protéines pour remplacer la viande. Et nous avons mis ça en place dans même pas une journée. La recette, hein. Après, bien sûr qu'il y a les processus de production, même si c'est fait à la main artisanale, il y a quand même un processus à mettre en place. Voilà. Bien, alors puisqu'on parle de processus, maintenant on va se lever et puis on va quitter votre bureau et l'endroit de méditation pour aller visiter l'entreprise avec nos auditeurs et nos auditrices sur RCF Charente. Donc on y va. Vous allez mettre, Natacha, vos petites chaussures bleues voilà. Aux pieds et votre Charlotte sur la tête. Donc, pour nos auditeurs aussi, c'est un ancien bâtiment industriel où nous nous trouvons, qui a été réaménagé pour les fonctions de ces fabrications de plats préparés. Et là, nous passons dans un sas qui nous permet de nous habiller. Et Maxime, qui me fait la technique, s'habille aussi et nous suit en mettant sa Charlotte sur la tête. Il a quitté sa casquette. Très bien. Alors, vous allez nous dire, Natacha,
où nous arrivons maintenant dans cette visite. On est, je crois, sur le quai et la température a baissé, bien sûr. Voilà, ici on est donc dans le quai, on a 3 accès, donc pour la matière primaire et aussi pour les produits qui sortent. Donc les camions arrivent ici, ils déchargent ou ils chargent. Exactement. On va démarrer par l'emballage, c'est important puisqu'on est à côté. Donc ici, on stocke tous nos emballages, que ce soit les cartons, que ce soit les étuis. Donc on a beaucoup de références, comme vous pouvez constater. Et chaque pays a sa langue. Chaque recette, vous voyez par exemple le falafel lentilles corail, donc en français, en italien, en belge, en portugais. Donc après, on a la marque Végétaranée pour Monoprix et pour la GMS, Vegaia pour le marché bio, qui est réservé exclusivement à tous nos distributeurs bio. Et on a à peu près 12 recettes aujourd'hui sur le marché. Et celle-ci, donc il y a les étuis qui sont donc chaque langue et chaque recette. Voilà. Alors, quelle est la différence entre les magasins bio que vous allez fournir, où j'ai les paquets, les cartons, on va dire, hein, c'est comme des cartons à bouteilles pour 6 bouteilles, un peu plus grands, hein, pour que nos éditeurs se fassent une idée, et puis la grande distribution, on va dire. Quelle est la différence? Alors, nous ne visons pas la grande distribution. Notre métier, c'est vraiment le marché bio avec nos partenaires et dans le bio. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la grande distribution qui nous demande et qui nous réclame. Donc, on a sorti 4 petites recettes pour eux. Donc, on travaille notamment avec Monoprix et aussi avec certaines Leclerc. Mais voilà, c'est pas notre focus. C'est pas votre cœur de métier. Non. Alors, pour la distribution plus importante, on va dire, pour pas dire grande distribution, je vois pavé végétal et je vois un hamburger, c'est ça, hein, avec des légumes en strates. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors là, on a donc des légumes, donc il y a 46% des légumes. Il y a aussi du seitan, donc c'est la protéine du blé, hein, donc c'est à base de potiron maïs. Et c'est un produit qui est très aperçu et ça plaît énormément. Après, on a nos falafels, ça c'est donc à base de pois chiches épinards. Il faut dire ce que c'est des falafels, tout le monde ne connaît pas ici. Hein. Alors c'est des petites boulettes à base des légumineuses donc c'est riche en protéines, c'est à base de pois chiches, à base de lentilles, à base d'épinards. Donc, et ça se met sur la poêle et ça s'accompagne très bien à côté d'une salade ou simplement comme apéritif. Après, on a nos plats déjà cuisinés, des parmentiers à base de pommes de terre ou aussi à base de champignons et maïs. Et donc, c'est des plats déjà tout prêts. Hein. Enfin, on les met au four et dans 30 minutes, c'est prêt. Hein. Donc, ou sinon, aussi, on peut le chauffer sur la poêle. Ça permet d'avoir un plat cuisiné, fait avec amour et avec du goût pour les journées où on n'a pas le temps de faire la cuisine soi-même. Voilà. Bien. Je vois que ce sont des emballages, bien sûr, carton. Il y a des photos dessus. Je suppose que vous travaillez avec... ou alors c'est vous qui le faites. Comment vous faites le packaging, l'image, les caractères, comment on fait tout ça? Alors, c'est notre création, c'est nous qui faisons tout, donc que ce soit les logos, que ce soit l'histoire, c'est notre histoire en fait que vous voyez ici derrière. Il y a notre petite histoire, donc il y a donc Patrick, moi-même, notre fille hein, à la naissance. Donc ça, c'est notre histoire, notre vraie histoire. Nous faisons donc, bien sûr, on a un graphiste qui a le programme pour. Les idées viennent de nous et on explique ce qu'on aimerait avoir. Et après, c'est du carton FSC. Qu'est-ce que veut dire FSC? Ça veut dire ça vient de forêt où après on replante des arbres. Donc après c'est du produit recyclé. Donc on essaye d'éviter le plastique au maximum. C'est pour ça qu'on vise sur un carton recyclable et notamment dans des produits qu'on veut développer parce qu'on veut développer du frais. Et on vise aussi là au maximum d'éviter du plastique. Parce que ça veut dire que là en ce moment on est uniquement en surgelé. Exactement. On est uniquement surgelé, mais le projet, c'est aussi de lancer des produits en frais. Donc sous vide? Tout à fait. Mais là aussi, on est en train de... Voilà, c'est en cours. C'est en cours et c'est important le côté écologie. Donc l'emballage, c'est sûr que c'est un critère important, en plus, bien sûr, des recettes. Voilà.
Donc, alors là, maintenant, on va ouvrir la grande porte. Voilà, on entend le bruit et on va repasser dans le quai d'embarquement et de débarquement pour aller dans la zone de production dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas, on entend beaucoup de bruit. Alors c'est là où on s'habille, où on finit de prendre les petites chaussures qui vont nous permettre d'entrer dans un endroit sécurisé et puis pour que les microbes, les bactéries n'entrent pas. On a échappé au tablier, voilà. Mais on ne va pas faire de production. Alors voilà, cette fois, on voit les appareils en inox. Alors on va dire que c'est comme la cuisine d'un restaurant. Donc voilà, et Maxime qui va nous suivre, c'est bon. Il y a des portes partout, hein, il y a des portes partout. Il faut faire attention. Alors là, voilà. On va rentrer dans le... Alors ici... Dites-nous où nous nous trouvons. N'allez pas trop vite, je ne vais pas vous suivre sinon. Ici, c'est l'endroit où on mélange donc la matière première, les épices, la recette, il y a la balance, etc. On peut rentrer. On stocke les farines et toutes les matières premières qu'on a besoin, l'huile, etc. Et on fait ici la préparation. Les mélanges, voilà. Bien. Donc ce sont des grands sacs en papier blanc, hein, comme des mini-sacs de blé. Et là maintenant, on rentre dans la partie, je pense, production, puisque je vois des grandes marmites en inox. Voilà. Je vois Patrick que nous avons vu tout à l'heure et qui est le cofondateur, qui est en train de rouler une de ces marmites pour la mettre en place. Alors, dites-nous ce qui se passe là. Donc, une fois les recettes, le mélange préparé, ça passe ici donc sur la marmite, une grande marmite. Effectivement, il y a la cuisson qui se prépare, le mélange qui se fait. Voilà. Très bien. Donc, voilà, on l'imagine très bien. Hein, si vous avez été dans des cantines ou dans des restaurants d'entreprise, vous avez des grands bacs en inox, c'est chauffé. Là, je vois qu'un de vos employés est en train de mettre avec une grande pelle, ajouter des... Comment dire? Qu'est-ce qu'il rajoute là? Dites-le moi, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est. Alors, quelle est aujourd'hui donc la recette? Voyons, c'est donc du seitan, petits légumes. Donc là, c'est du blé. Et là, il y a les carottes, il y a les potirons. En fait, ici, vous voyez, ça, c'est la fiche production, comme je vous disais. Il y a la traçabilité, les numéros de lot de chaque produit, le nom du fournisseur et bien sûr le nom de chaque ingrédient, le grammage. Et donc, ça, c'est la fiche de production, le temps de cuisson, etc., qui est mis sur place. Voilà. Bien, très bien. Alors, Patrick, j'en profite pour vous faire un petit coucou parce que je vous ai cité et puis vous n'avez pas parlé, alors c'est un peu embêtant. Donc, vous êtes le cofondateur de cette entreprise avec Natacha. Oui, exactement. On a créé ça il y a à peu près... c'était en 2015, voilà. Et puis là, nous sommes ici pour continuer, voilà, cette aventure. Très bien. Alors comment passe-t-on, je vais être rapide parce que je sais que vous n'avez pas le temps, oui. Comment passe-t-on du piano et le côté artistique à la cuisine? C'est une autre sorte de piano, mais c'est pas la même gamme. Oui, alors la cuisine c'est un art, évidemment. Et puis il faut dire que je suis né, si vous voulez, un petit peu dans une petite cuisine avec avec ma grand-mère, hein, on faisait plein de plats et puis c'est ça, si vous voulez, qui a fait que j'ai ça dans le sang. Hein, voilà. Oui, puis il y a le côté généreux. Vous êtes libanais à l'origine? Je suis né au Liban, exactement. Au Liban, voilà. Je voulais vous parler de Saint-Charbel tout à l'heure, mais vous n'avez pas laissé le temps. Hein, donc vous êtes maronite. Voilà, votre grand saint. Voilà. Et puis vous portez le même nom qu'un artiste que nous connaissons, que nous avons interviewé il y a quelques temps, qui habite en Angoulême, qui s'appelle Roger Fegali. D'accord. Voilà, tout simplement. Alors on voulait vous le dire et vous saluer. On va vous laisser travailler et vous souhaiter plein de belles choses pour la continuité de votre entreprise. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Merci. Alors, Natacha, où allons-nous maintenant? Donc, après la préparation, donc il y a ici, on forme, parce que là c'est des hamburgers qu'on forme aujourd'hui, ici avec cette Ah oui, Patrick, là, lui, il va s'occuper de la partie brioche, on va dire. Exactement. Et après, tout est mis ici dans les cellules pour refroidir, parce qu'il faut que la température baisse, bien sûr. Alors, c'est pas comme chez soi, on ne met pas directement dans le congélateur, on met dans ce qu'on appelle une cellule de refroidissement qui va baisser le produit en température afin ensuite de le mettre en congélation. Exactement, tout à fait. Voilà.
Et après, donc, il est confectionné ici. Alors voilà, on a encore quelqu'un. Bonjour. Donc, il est confectionné ici et après, il est stocké dans la grande cellule froide, la chambre froide. Voilà. Alors, c'est quoi cette machine? Qu'est-ce qu'elle fait, cette machine? C'est une machine sous vide. Voilà. Ah oui, voilà. C'est pour mettre sous vide, là. Voilà, ça c'est pour mettre sous vide pour certains produits. Voilà. Donc, c'est un peu comme, on va dire, la viande dans le hamburger qui va, oui, c'est juste, tout à fait. Sauf que c'est du légume. C'est des légumes, tout alors, à fait. Il faut s'imaginer qu'à la place de votre steak haché, vous avez un steak de légumes. Exactement, voilà. Tout à fait. Et la brioche, elle vient d'où? Alors la brioche, on ne fabrique pas des brioches. Oui, je me doute. Mais voilà. Bien. Alors ici, si on passe... Donc là... Ça, c'est une partie importante aussi, parce qu'après, les produits doivent être mis dans les étuis, en fait, dans les cartons. Donc ici, on a la traçabilité, je veux dire, on marque le numéro de lot sur les étuis avec la date des DLC, donc sur le date produit. Limite de consommation. Tout à fait. Voilà. C'est ce qu'on lit. Alors, est-ce que je peux jeter ce produit, le garder? Bon, c'est ça, c'est la date Exactement. Limite de conservation. On imagine, pour nos auditeurs, c'est un petit tapis roulant, blanc. Et donc, je pense que quand en fait, le produit est fabriqué, il est mis sous vide, dans un sachet plastique en fait. Ensuite, il est descendu en température dans la chambre froide et il est mis au congélateur. Il est mis au congélateur dans sa boîte en carton déjà? Oui, après, il est mis, bien donc, sûr. Donc, il passe ici, dans cet endroit où il y a le tapis roulant, et c'est là qu'on fait le packaging, en gros. Exactement. On ferme la boîte. Exactement. Après, il est stocké dans la chambre froide jusqu'à ce qu'on a des commandes mises sur palette, et ça part chez des distributeurs que eux vont au magasin bio. Voilà. D'accord. Alors, on va où maintenant? Alors, maintenant, on peut passer par là. Si on va passer par là. On passe par là. Ça, c'est pour le nouveau projet. Donc, ici, c'est une grande salle qu'on est en train d'aménager pour faire du frais. Voilà. Ça va être une grande chambre froide pour préparer après des produits frais qu'on va vendre localement, mais aussi nationalement. Alors, je le dis aussi pour nos auditeurs et auditrices, c'est cette aventure, effectivement, vous n'avez pas fait construire un bâtiment, c'est-à-dire que vous avez reçu un bâtiment qui avait déjà des cloisons et autres, et il faut démonter ça, et il faut faire la fabrication, c'est-à-dire qu'il faut faire fonctionner l'entreprise tout en faisant avancer des travaux dans un lieu que vous adaptez à votre façon. Exactement, on a fait des travaux à l'extérieur, on a encore des travaux à faire parce qu'effectivement c'est un ancien bâtiment, mais qui avait déjà donc à l'intérieur la coupure idéale parce que ça nous permet de faire plusieurs processus de production en même temps parce qu'on a plusieurs recettes et il y a donc plusieurs projets qui vont se mettre en place. Voilà. Notamment le sous-vide, alors. Voilà. Donc maintenant, nous sommes revenus au quai d'embarquement et de débarquement. Nous passons de nouveau, nous allons aller vers votre bureau. Voilà. Et ça veut dire qu'on a presque fini la visite, là. Oui, enfin, je ne vous ai pas montré, il y a des salles encore où on stocke la matière première, oui. Mais voilà, après il y a les salles où les salariés s'échangent, il y a bien sûr la cuisine commune où on fait nos repas, et après les deux bureaux. Voilà, ça reste quand même petit, voilà, parce que c'est une petite structure, mais suffisamment pour nous pour pouvoir faire le travail. Voilà. Bien, alors, puisque vous parlez de structure, on va retourner dans votre bureau. Vous avez combien de gens qui travaillent dans cette petite famille, Natacha? Oui, donc on a aujourd'hui, on est 4 personnes en plus de Patrick et moi, donc et dans la production 3 personnes, plus quelqu'un qui nous aide dans l'administration et surtout dans l'administration, voilà. Et avec le frais, bien sûr, qu'on va avoir besoin de plus de personnes qui vont nous rejoindre assez rapidement dès que le développement est mis en place. Voilà. Alors ça veut dire que vous allez embaucher. Et je voudrais qu'on revienne sur les employés parce que quand nous avons préparé l'émission avec Patrick tout à l'heure, vous avez osé employer des gens que peut-être d'autres ne voulaient pas employer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? J'en dis pas plus, c'est vous qui allez nous raconter.
Oui, c'est vrai que nous avons, ça fait partie de notre éthique, parce qu'en fait, les projets Vegaia, c'est un projet, c'est une affaire pour faire de l'argent, mais c'était pas du tout le but. Hein. Notre but, c'était de faire quelque chose d'éthique. Donc déjà, en évitant d'utiliser les animaux, donc on essaye de faire des produits à base de végétaux, parce qu'on aime bien nos chiens de compagnie, voilà. Et aussi, donc, si on veut être dans cette démarche d'amour et d'éthique envers tous les êtres, que ce soit nos animaux, mais aussi, disons, des frères et sœurs. Donc, il faut vraiment mettre ça en place jusqu'au bout, c'est ce qu'on s'est dit. Et donc, c'est vrai, on a donc 3 personnes qui sont dans la production, c'était des réfugiés hein, qui n'ont pas trouvé des emplois en France, et qui sont ici depuis un petit moment, en règle, bien sûr, avec leur famille, mais comme ils ne parlent pas la langue, donc on a monté cette équipe-là avec eux, et ils sont bien intégrés, ils sont très contents d'être ici, et ils ont eu leurs difficultés pour arriver là, parce que je peux vous raconter les histoires qu'ils ont traversées. Oui, par exemple, oui, une tranche de vie. Oui, donc il y a notamment une femme qui a traversé la mer pour arriver ici avec les enfants, donc c'était pas facile pour elle. Donc, comment vous dire, c'est des gens qui apprécient d'être en France, qui apprécient d'avoir un emploi pour nourrir leurs enfants. Et ça fait du bien parce qu'on voit qu'ils sont reconnaissants, ils sont dans la gratitude. Et ça fait du bien d'être entouré avec des gens qui sont dans cette démarche-là. Et il y a en fait un donnant-donnant, en fait, un partage qui se fait, qui se crée. Et c'est ça qui, disons, qui fait la différence. Comment vous les avez recrutés? Vous avez été auprès d'une association à Angoulême? Comment ça s'est fait ça? Alors, en fait, c'est vraiment l'intuition. En fait, les choses viennent. Si on ne cherche pas, ça vient. Et c'est venu. Et en fait, quand on est guidé, on ne se demande pas trop de questions et on fait confiance à la vie et les choses se présentent telles qu'ils ont besoin d'arriver. Voilà. Vous avez fait attention aux signes Exactement. qui vous étaient envoyés. Alors, on parle de cœur, on parle de famille, etc. Oui. On est très loin de ce qu'on s'imagine d'un outil de production à la chaîne. Pof, ça tombe dans une assiette, c'est fermé, ça repart. Il y a vraiment, on sent, vous en parlez tout le temps, hein, d'amour. On se dit, tiens, quand on va ouvrir le paquet, ça va sentir l'amour. Alors ça, je ne sais pas comment ça sent, mais ça doit sentir un peu comme vous. Comment vous avez choisi ce nom, parce que c'est important? Vous l'avez depuis que vous étiez à la frontière française-italienne, ou comment vous avez fait ça? Oui, enfin, Vegaia, Gaia, c'est la terre. Oui. Et donc, c'est la terre-mère. Exactement. Et Veg, bon, ça, c'est le côté végétarien. Végétarien. Exactement. Et c'était vraiment une idée qui nous est venue à la création, en fait. Et encore une fois, c'était quelque chose qui est venu à nous. Et on a senti que c'est ça le nom de notre nouvelle entité. Et qui incarne bien ce qu'on vit et ce qu'on veut représenter. Voilà. Alors, quand on va visiter un monastère et qu'il y a des ateliers de fabrication monastique, on a des religieux ou des religieuses qui sont dans la prière, dans la méditation. Alors, vous, c'est, on va dire, plus laïque, mais vous êtes aussi dans cette démarche. Ça veut dire qu'avant de créer, avant de poser des choses importantes, vous prenez du temps, vous vous recueillez et vous essayez de savoir comment ça va pouvoir se concrétiser. Oui, on prend le temps. C'est pour ça c'est important la méditation ou la réflexion, la respiration. Ça nous amène à l'intuition et à sentir, disons, à faire confiance. Oui. Parce que si on reste que dans le mental, disons, c'est une entreprise classique et c'est ce qu'on essaye de ne pas faire. Voilà. Alors, comment vos employés étrangers ont-ils trouvé cette idée? Sans doute ils sont de religions différentes, peut-être même, cette approche par la méditation. Même, on n'est pas obligé d'être religieux pour méditer, évidemment. Comment est-ce qu'ils ont pris ça quand vous les avez reçus? Vous me dites qu'ils ne parlent pas vraiment la langue. Comment vous avez fait cette communication, pour ne pas dire cette communion avec eux?
Déjà, c'est les partages avec les repas. Donc, après, on les a invités aussi pour Noël. On a fait une petite fête avec leurs enfants. Donc, il y a eu des cadeaux, des échanges. Ils ont amené des plats. On était très nombreux. Il y avait beaucoup des enfants parce que chacun d'eux est venu en famille. Et après, c'est avec les regards, c'est avec le temps de méditer. C'était aussi important, mais aussi de leur donner la possibilité d'avoir un emploi qu'ils aiment, parce que finalement, on est là pour travailler, mais il y a aussi, pas que ça, enfin, il y a tout autour qui est important aussi. Voilà. Vous les sentez transformés depuis qu'ils sont là ? On sent qu'ils sont heureux, oui. Après, on essaye de garder cet élan tous les jours, parce que bien sûr que la vie quotidienne, il y a des petits soucis et on le résout ensemble, et c'est ça qui fait en fait le bonheur de travailler en équipe, voilà. Bon, il y a une écoute en tout cas. Alors, maintenant le décor a été planté, on a visité, on a mieux compris. Et même moi, le premier, en plus, on n'a pas eu l'image parce qu'on ne pouvait pas tout à l'heure, mais comment ça se passe ? Parce qu'on a toujours l'impression que c'est vraiment des gros produits industriels. On a une très jolie image sur l'étiquette. Ça sent le bonheur et un bon fumet et l'amour, même chez vous, comme vous dites. Mais on se dit finalement, c'est fait dans des grosses machines, tout ça, et sans faire très attention. Et là, j'avoue que j'ai été agréablement surpris, parce que ça reste artisanal, même si c'est fait en quantité assez importante. Justement, au niveau des volumes, qu'est-ce que ça peut représenter ? Au niveau du volume, on fait une palette ça veut dire une demi-palette par jour à peu près, mais ça dépend des recettes. Donc quand je parle d'une palette, il y a 1536 étuis dans une palette. Étui, c'est l'unité des ventes que le consommateur retrouve après au magasin. Ça reste quand même à petite échelle aujourd'hui, et on veut rester, on vise pas non plus de croître, parce qu'en fait, croître bien sûr, mais pas juste pour croître. Vous diversifiez, mais pas forcément croître comme des malades, comme on dit aujourd'hui. Voilà, en fait, de façon d'une expansion trop rapide. En fait, il faut continuer on fait le travail pour le travail et pas pour le but de croître. Mais c'est sûr aussi qu'il y a le côté financier qu'on doit aussi être vigilant. Enfin, c'est important aussi, il fait partie de la vie. Donc ça, on a notre comptable, mais nous aussi, ça fait partie de la société. Mais voilà, l'idée, c'est de continuer à faire des choses innovantes et à proposer aux consommateurs des nouveautés. Donc, notamment, on peut nous retrouver dans les magasins bio comme Biocoop, Marché Léopold et Naturalia, enfin, dans tous les magasins bio en France. Et on espère avoir une gamme frais là bientôt aussi. Et je pense que ça, c'est... voilà, on le voit quand on fait les salons, quand on fait les animations, que les consommateurs, ils sont séduits. Et j'en ai fait notamment une centaine. Pour démarrer notre projet, il fallait passer par là pour faire connaître nos produits. Et c'était une période très importante parce qu'on était vraiment en contact avec les consommateurs, avec les familles, les enfants. Et on a à chaque fois eu des grands succès, des histoires des jamais vues. Les propriétaires des magasins qui venaient nous voir plusieurs fois la journée. Mais comment vous faites ça ? C'est incroyable. Parce qu'il faut vous dire, on vendait à chaque fois 200 à 300 étuis dans une journée. Et normalement, on vend 2 par mois, en moyenne, pour que vous voyez l'impact qui ça fait. Donc ça, c'était important et ça nous a fait connaître à la racine. Voilà. Bien, donc vous êtes heureux vous ne regrettez pas d'avoir quitté le sud de la France et le nord de l'Italie pour vous installer en Charente ? Non, parce qu'on a découvert ici autre chose et je pense que chaque région a sa richesse et voilà, on apprécie énormément ici la région, ça c'est sûr. Alors pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose en Charente qui a inspiré une recette ou deux depuis que vous êtes arrivé, ou est-ce que ça va venir ? Ça va venir parce que c'est en train de se faire là, parce que justement c'était la prochaine étape de sortir quelque chose avec une inspiration locale et là on est en train de le réaliser, mais je ne vais pas vous dire plus parce que ça sera la surprise. Voilà.
Bon, écoutez, Natacha Fernandez, on vous remercie beaucoup. Patrick Fégali également. Et puis l'ensemble des salariés qu'on a pu croiser, qu'on a salués comme ça, puisqu'on ne pouvait pas forcément leur parler. Ils ne nous auraient pas forcément répondu, puisqu'ils ne pratiquent pas trop notre langue. Je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus, je le disais. Merci à Maxime Fagnoni pour la mise en onde, ainsi qu'à Fabrice François. Et on se retrouve pour une nouvelle aventure, qui sera cette fois dans l'église, dans une église de Charente. Vous découvrirez où? Sans doute à Brigueuil, pour dire au revoir à la crèche qu'ils vont bientôt démonter, mais c'est une crèche assez fabuleuse. Donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Rediffusion demain, jeudi, à partir de 16h et sinon en podcast sur rcfcharente.fr. À très bientôt à l'écoute de nos programmes. Au revoir.